Bonsoir et bienvenue à la Villa Gilet. Ici à Lyon, ce soir, dans le cadre du Littérature Live Festival, nous sommes très heureux d'accueillir à Lyon, en France, et à la Villa, la poétesse égyptienne Iman Mersal. Bienvenue à Lyon, Iman. Son traducteur, Richard Jacquemont, et son allié critique, universitaire, professeur de littérature comparée, Ève de Dampierre. Exceptionnellement, nous avons sur scène nos 3 intervenants, et c'est un véritable luxe dans la période actuelle. Et nous avons sur scène l'écrivaine, son traducteur, et toutes 3 personnes sont trilingues. La séance va se dérouler en plusieurs langues. Iman parlera en anglais et en arabe. Richard et Ève, principalement en français, mais navigueront entre les langues. Nous espérons que vous accepterez cette formule multilingue, mais elle correspond à tout ce qui va se passer dans la conversation et au parcours qui nous est proposé entre poésie, récit et traduction. Merci. Merci Lucie, et merci à la Villa Gilet de nous accueillir. Et merci à vous, cher public. Donc, ça va être un parcours à rebours, en partant du dernier livre d'Iman, qui n'est pas de la poésie, mais qui est de la prose, la version originale et la version traduite par moi, publiée au Caire en novembre 19 pour l'arabe et en avril tout neuf, tout frais, en français, en avril de cette année. Ce livre, donc, qui s'appelle « Sur les traces d'Enayat Zayat ». Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre et dire un peu le projet d'Iman à travers ce livre, et puis vous parler un petit peu de mon travail de traducteur aussi. L'histoire de ce livre commence en 1993, quand Iman Mersal découvre chez un bouquiniste El Hobb wa Samt, L'amour et le silence en français, donc le premier et unique roman de Enayat Zayat, cette femme, publié en 1967 au Caire et ensuite tombé dans l'oubli. Et à ce moment-là, Iman ignore tout de son autrice, si ce n'est qu'elle est morte avant d'avoir pu le publier. Elle le lit et cette lecture va la marquer. Je vous lis un petit extrait ici. Donc. Il arrive qu'un livre vous ébranle sans que pour autant ce soit une œuvre essentielle dans l'histoire de la littérature ou le meilleur livre que vous avez lu de votre vie, mais parce que, de manière purement fortuite, il vous envoie un message qui vous aide à comprendre ce par quoi vous passez exactement au moment où vous en avez besoin, sans même que vous sachiez que vous en avez besoin. Nous sommes reconnaissants non seulement aux œuvres éminentes, mais aussi à celles qui ont eu un rôle éminent dans notre compréhension de nous-mêmes à un moment donné, au point que lorsque nous nous retournons sur notre vie, nous pouvons la définir par ces œuvres. Et donc ce livre qui marque Iman va l'habiter comme ça pendant longtemps, et plusieurs fois elle le relit, et elle se demande pourquoi son autrice n'a pas davantage laissé de traces dans l'histoire littéraire nationale. Jusqu'au moment où, pratiquement 20 ans après cette première lecture, elle décide de se lancer dans une enquête qui va s'étaler sur 5 années, donc en gros 2014-2019, pour essayer de savoir qui était Enayat Zayat et de comprendre ce qui a amené cette jeune femme de bonne famille, écrivaine talentueuse, à se donner la mort à 27 ans à peine, exactement l'âge d'Iman, au moment où elle a lu pour la première fois L'amour et le silence. Et donc ce livre, Sur les traces de Enayat Zayat, c'est le récit de cette enquête. Et donc ce n'est pas une biographie. Très vite, Iman comprend qu'elle n'arrivera jamais à réunir suffisamment d'informations pour connaître assez à la fois l'écrivaine et la personne pour écrire une biographie telle qu'on l'entend habituellement. La famille se dérobe aux questions, susceptible de mettre à mal l'image de la famille respectable. La star du cinéma, Nadia Lotfi, qui était l'amie intime, la plus proche amie de Enayat, lui promet une montagne d'archives qui finalement
se limiteront à quelques photos et quelques feuillets qu'elle a conservés des journaux intimes de son émir Inayat. Et c'est par d'autres personnes qui l'ont connu que Iman va découvrir que Inayat Zayat souffrait de dépression chronique, qui l'ont amené à séjourner à plusieurs reprises dans une clinique psychiatrique, ou encore que son travail à l'Institut archéologique allemand l'avait mise sur la voie d'un second roman, qui n'a jamais vu le jour évidemment, ou encore qu'elle avait noué dans ce travail une relation amoureuse après son divorce. Mais plus Iman creuse, et plus elle est hantée par Inayat, au point d'imaginer qu'elle est guidée par elle dans sa quête, et plus celle-ci se dérobe à elle comme un fantôme, justement. Et parce que finalement, donc, le véritable héros du livre, ce n'est pas Inayat, c'est la quête elle-même, un peu comme dans Dora Bruder de Patrick Modiano, qui m'a beaucoup fait penser un livre auquel j'ai beaucoup pensé en traduisant le livre d'Iman Mersal. Et chacun des aspects de cette fausse biographie va donner lieu à une autre enquête, en fait. Une enquête sur le milieu littéraire égyptien qui, dans les années 60, a refusé ce livre, sur les législations familiales égyptiennes qui ont empêché Inayat Zayat de divorcer dans des conditions humaines, les pratiques cliniques auxquelles elle a été confrontée en étant hospitalisée en clinique psychiatrique. Elle va enquêter sur Ludwig Keimer, cet égyptologue allemand sur qui Inayat projetait d'écrire donc son second roman. Et toutes ces questions donnent lieu à des excursus qui renoue avec l'art de la digression caractéristique de l'adab, la prose arabe ancienne. Je vous lis un extrait là-dessus aussi. Le biographe arabe ancien se livrait à des digressions à sa guise. Le nom du sujet lui rappelait sa tribu. Il se mettait à évoquer celle-ci, citait des vers faisant l'éloge de ses personnages célèbres. Puis il revenait à son récit principal, qui lui faisait penser à un proverbe à son goût. Du coup, il nous racontait l'histoire de ce proverbe, et puis revenu à son sujet, ce dernier lui faisait penser à une autre personnalité similaire, et ainsi de suite. Voilà un peu comment on peut voir la construction de ce livre. Livre donc qui pose toute une série de questions sur l'archive personnelle, mais au-delà aussi sur l'archive collective. Non seulement l'archive littéraire, mais aussi toutes les traces par lesquelles une société se souvient de son passé. Et ce qui donne lieu à une dénonciation forte de ce que Iman appelle le nihilisme de l'archive. Cette façon qu'a la société égyptienne, dans sa globalité, non seulement les institutions publiques, mais aussi les personnes privées, de négliger, de mépriser l'archive. Que ce soit les institutions publiques ou les grands écrivains qui ont étouffé la voix de Inayat Zayat au tournant des années 60, ou même jusqu'au gardien du caveau de famille qui saccage sa pierre tombale plus d'un demi-siècle après sa mort. Mais il ne faudrait pas voir ce livre comme une espèce d'entreprise de réhabilitation d'une écrivaine qui aurait été injustement oubliée et à qui il s'agirait de faire une place dans le panthéon littéraire national. Ce n'est pas ça qui intéresse Iman. Ce qui l'intéresse d'abord, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette femme, Inayat Zayat, n'a pas trouvé sa place dans le paysage littéraire kérote des premières années 60. D'abord parce que c'était une femme, ensuite parce qu'elle était en décalage avec les modèles esthétiques dominants dans l'écriture littéraire nationale, et enfin parce qu'elle ne s'était pas insérée dans la sociabilité du milieu littéraire de son temps. Au début du livre, elle compare Inayat avec Latifa Zayat, qui est une homonyme, Zayat, même nom de famille, mais aucun lien de parenté. Il se trouve que cette Latifa Zayat publie en 1960, c'est-à-dire pratiquement au même moment que Inayat se voit refuser la publication de son premier roman par les éditeurs du coin, Latifa Zayat publie un roman intitulé El Bab el Maftour, La porte ouverte. Et ce roman va être canonisé véritablement dans l'histoire littéraire nationale comme le premier roman égyptien écrit par une femme.
digne de ce nom, le premier roman digne de ce nom. Évidemment, il y en a eu des centaines avant, mais ils sont passés dans les oubliettes de l'histoire, alors que La Porte ouverte a ce statut particulier dans l'histoire littéraire nationale. Pourquoi? Parce que, comme l'indique la métaphore de La Porte ouverte, La Porte ouverte, c'est un roman d'éducation assez classique où on voit une jeune égyptienne dans les années 50, sortir du cadre privé, de la maison, et aller vers le monde, aller vers l'extérieur, s'intégrer dans l'espace public à travers la lutte nationale, en rentrant dans la lutte nationale qui est à ce moment-là marquée par la libération du canal, la nationalisation du canal de Suez et la guerre qui s'ensuit contre les anciens colonisateurs français et anglais du pays, et alliés pour la circonstance avec le nouveau colonisateur sioniste israélien, si vous me passez la comparaison. Et en fait, Inayat Zaïat, c'est l'anti-Latifa Zaïat. Et c'est ça qui intéresse Iman. C'est ça parce que elle va se situer, elle va se comparer sa position à elle, jeune écrivaine égyptienne dans les années 90, femme essayant de se faire une place dans le milieu littéraire, justement, égyptien. Et comment elle a réussi là où Inayat a échoué. Et ça va la renvoyer à toute une réflexion autour de ce qu'est cette génération des années 90, cette avant-garde littéraire dans laquelle Iman s'est formé, a grandi, comme vous allez le voir en découvrant sa poésie, et son rapport avec la génération des pères, des aînés, dite la génération des années 60, qui aurait été celle de Inayat si elle avait vécu, puisque Inayat est née dans les années 30, et elle aurait pu grandir avec cette génération des années 60. Cette génération des années 60 qui a grandi sous Nasser, le régime de Nasser en Égypte, donc les années 50 et 60, qui a souvent été victime de sa répression, parce que c'est un régime autoritaire, mais en fait, c'est grâce à l'interdiction de faire de la politique qui a été imposée par ce régime à ces écrivains que ces mêmes écrivains ont pu révolutionner la manière de faire de la littérature en Égypte. Mais paradoxalement, alors qu'ils ont souvent passé des années dans les prisons de Nasser, cette intelligentsia littéraire a entretenu et entretient encore dans le pays une sorte de culte de Nasser, et cette période de Nasser qui est vue aujourd'hui souvent comme une espèce d'âge d'or de l'Égypte, de l'affirmation nationale de l'Égypte. Et à travers ce livre, finalement, il me semble, c'est la lecture que j'en fais en tout cas, Iman règle un peu ses comptes avec ce culte nostalgique de Nasser qui prévaut un peu dans cette intelligentsia et dans une large partie de la société. Il me reste une petite minute, peut-être, juste pour 2 mots sur la traduction. Et voilà, l'image de la couverture. Oui, 2 mots sur l'image de la couverture, parce qu'elle dit bien les raisons de ce culte. D'abord, j'aime beaucoup cette couverture parce qu'elle est en rupture avec le modèle des couvertures des livres traduits de l'arabe, souvent où on a plutôt des femmes voilées ou alors des femmes complètement dénudées. Et là, on a une femme normale, moderne, habillée normalement, sans voile, le buste est découvert. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a ce culte de Nasser dans l'Égypte de cette période, hein, parce que c'est l'époque où on s'imagine que les femmes étaient modernes, libérées, sans problème, hein, que c'était avant le retour de l'islam et tout ça. Et ce qu'on voit, hein, oui. Et ce qu'on voit dans ce livre, c'est que non, c'était pas drôle pour les femmes non plus sous Nasser, malgré qu'elles étaient dévoilées. Et voilà. Bon, j'ai terminé mon temps de parole. Je vais passer la parole à Iman, qui va continuer de vous parler de ce livre et d'autres choses, en anglais cette fois. Est-ce que je peux juste dire quelque chose que tu n'as pas dit sur toi-même pour introduire la parole d'Iman? Pardon. Parce que je pense que c'est très important. Évidemment, Richard Jacquemont n'allait pas commencer à exposer son propre parcours. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il se trouve que Richard Jacquemont s'est intéressé au champ littéraire égyptien
va dire, de la deuxième moitié du XXe siècle, en tant que doctorant. Enfin, je ne vais pas résumer toute ta vie comme ça, mais que je ne connais pas d'ailleurs, mais sur lequel il a écrit un livre, etc., et qui s'est beaucoup intéressé à ça d'un point de vue de la sociologie de la littérature, etc., et que c'est après avoir énormément traduit uniquement de la prose, du roman, qu'un jour, découvrant la poésie d'Imane Mersal, je résume peut-être mal, mais bon, il s'est dit, tiens, je vais me lancer, j'ai trop envie de traduire, même si c'est de la poésie, je vais quand même le traduire, donc ça a donné le livre dont je vous parlerai dans un instant. Et des années plus tard, Imane Mersal elle-même, tout à coup, écrit un récit, qui n'est pas un roman, qui est un récit, mais on est quand même dans une littérature qui est plutôt du côté de la narration. Et ce récit a pour objet, un des objets principaux de ce récit, c'est justement de parler de ce champ littéraire et de la place de cette femme dans un champ littéraire, etc., dont Richard est donc non seulement un très bon traducteur, mais fournit de nombreuses notes de bas de page très utiles, puisqu'il connaissait déjà tout ça depuis très longtemps. Donc il y a une espèce de fil que moi je trouve intéressant. Voilà, j'avais juste envie de dire ça parce que une sorte de boucle qui n'est pas bouclée, j'espère, mais qui a eu l'air d'être un peu bouclée à un moment donné. Vous allez continuer à la boucler. Donc Imane, so how did you find this novel by Inayat Ezayat? How did the whole story started, and how did you come to write this book? All right. I heard my name a lot. I was like shaky, like what are they saying about me? Anyway, in 1993, I was a young poet living in Cairo by myself, and I was actually writing my master, doing my master about the famous poet Adonis, whom you might know. And I was writing about the mystical intertextuality in his poetry, which it turned out to be huge. And then I was looking for a particular book written by Nabhani, Karamat al-Awliya, which tells the stories of like miracles of mystical figures in Islamic history, like someone walking in the desert, very hungry and lost, and suddenly God will send, a beautiful, a table full of everything he can think about to eat. Or, I mean, it's a fascinating book in itself, so I don't want to talk about it. I want to talk about Zayat, I think. So I was looking for a cheap copy of this book. I went to Azbakiya. I used, a stand for books in Cairo, and I found Al-Hub wa Samt, Love and Silence, and Inayat Ezayat, and as I assume Richard said, the famous Latifa Zayat is a figure for all of the Arab female writers, at least in the 90s, reading here. And I thought, oh, she must be a relative or something. I bought the book for £1, read it, and her really whispering voice touched me in a way I never encountered in reading Arab female writers. And I started to ask a question about why this book is absent in the Arab canon, Arabic literature canon, why it's not mentioned in any account of Arab female writers. Was there a political reason, or it's about style, or the individual who wrote the book? So I started to ask questions, and it turned out most of the 60s writers whom I knew and I was friend with as a young writer did not know anything about it. But few people told me, oh, her mother is German, she died before her novel was published. No, she died after her novel was published, and started to be very fascinated to know why the book was excluded and who is Inayat Ezayat, and how did she manage to write such a book in late 50s or early 60s Egypt. And of course, my life went in weird ways. I was for decades just a poet and academic. I didn't think about writing a prose book about any part or biography or whatever. And the question hit me again for other personal reasons, really, questioning my own individuality, maybe living in Cairo in the 90s before I left Egypt to North America. And every time I have a question, I would find myself thinking about Inayat. And since 2014, I started to take it very seriously, like
going to the archive and trying to find any traces of this woman. And I found in particular weird stuff, like a particular journalist, Anis Mansour, wrote a lot about her but said nothing. So it's like investment of a dead young woman or a woman who committed suicide. So he would say, we were friends, she gave me her novel, she gave me some short stories. It was ridiculous to read that he was describing to us her short stories, but without publishing these short stories. So I felt like someone is using a great voice after her death without even putting any effort to bring her writing to readers. And then I met Nadia Lotfi and blah, blah, blah after that. But there are really two important moments after that made me finish at least the book. Because I think when you are working in a project, you need a particular energy. Especially writing is very frustrating for those who write. It's not, I mean, it's a great pleasure, but it's also frustrating and sometimes disappointing. And with this book, I felt I am out of my familiar, writing. Like I write poetry, I'm academic, I'm translator, and the question what I'm doing here, hits me so many times. So to make it short, there was a moment when I got few pages of Inayat Zayyad diary. Her family burned all of her papers. And in one of the diaries, she was talking about this German Jewish Egyptologist who was living in Cairo. She was writing information. I didn't know who is he, of course, so I learned this later. But she wrote a sentence saying, the journey must start from the cemetery or the tomb. And this sentence was so inspiring for me to finish my journey toward here. And I felt I'm not really writing this book to bring Inayat to the Arabic literature canon or to give her lost rights as a writer or dignity. I am actually here to read the past, and I'm reading Inayat past in late 50s and early 60s to question her individuality and her position as a young writer in this time. Of course, there are lots of stories about custody, about divorce, about mental illness, and about Kaimer himself. But the idea of reading the past is what fascinated me and let me keep going. And I felt my journey toward here is bringing lots of lost things to me as well. My relation with Cairo. I mean, I was searching for Inayat in Cairo while I was already living in Canada for so many years. And I started to see Cairo geography and to see that we overlapped. We lived actually a few streets from each other when I was in her age, 1993, when she committed suicide. In 1963, we were living very in the same neighborhood, for example. And one other thing that really is important to talk about for just 1 minute. I have a minute, right? Mm-hmm. Yeah. So it's about how do you write someone's story? I felt all the time terrified because, a novel is a genre that dominated Arabic literature for so many decades now because of awards, readership, and also maybe the readership that is not really putting an effort to work hard towards what is the book about or how is it written. And I didn't want to write a novel at all. I found myself very confused. I'm not writing an academic paper or book about a lost voice in Arabic literature, female voice in Arabic literature, and I'm not writing poetry. And I felt really lost sometimes, but there was this enlightened moment, like I am a poet, I'm a translator, I'm an academic, and I'm
taking this journey toward a woman, a known woman, and I'm bringing everything I know to get to know her and know myself through this journey. So the genre of the book did not really bother me at all, basically. However, I thought when this book is published, it will be a scandal. Like, who will read such a book that is going through different genres that way? And yeah, I think I was lucky that the book is well read, I guess. Thank you. Merci. Oui, oui, on a oublié de vous dire que oui, aussi étrange, inclassable que soit cet objet littéraire, il est très très bien accueilli, à tel point qu'il a obtenu le prix du Cheikh Zayed il y a 3 semaines aux Émirats, qui est un des 2 ou 3 prix littéraires qui comptent dans le monde arabe. Mais maintenant, on va passer à la poésie. Oui, je voudrais juste... Celui-là, c'est le mien. Je voudrais juste... Tiens, tu peux me... Parce que je voudrais juste terminer, rebondir sur ce que disait Iman. Like, you talked about this sentence, which was really calling you. And actually, the book starts with the tomb. Paula n'est pas allée aux obsèques et elle ignore où se trouve la tombe. De mon point de vue de lectrice, c'était une phrase qui m'a énormément happée. Enfin, voilà, c'était juste... Alors, oui, on remonte un petit peu dans le temps, puisque Iman vient de vous expliquer que avec quelle réticence elle s'est lancée dans l'écriture de prose après... Mon micro est allumé ? D'accord, pardon. Après avoir été essentiellement poétesse. Et donc, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est une courte trajectoire dans sa poésie, qui prendra appui sur l'anthologie parue en français dans la traduction de Richard Jacquemont en 2018 chez Actes Sud, qui est ce livre, sur lequel je m'appuierai, puisque c'est une anthologie qui garde la chronologie de l'écriture, qui étant une sélection parmi un très grand nombre de poèmes, garde la chronologie de l'écriture des 4 recueils qu'Iman a publié entre 1995 et 2013. Et donc je voulais vous proposer une trajectoire, et j'insiste sur cette idée de trajectoire, parce que d'abord, quelque chose de très physique, un mouvement, parce qu'il me semble que j'avais envie de faire honneur à cette rencontre à la Villa Gilet, où nous sommes plusieurs à être venus physiquement, donc certains en train, en avion, en bus, en vélo, puisque je sais que Lucie est venue en vélo, elle me l'a dit. Certains ont peut-être traversé la ville à pied, et s'ils ont traversé la ville à pied, ils ont marché dans les rues de Lyon, et avec un peu de chance, ils ont marché avec Iman Mersal. C'est-à-dire que depuis quelques jours, sur les panneaux, un certain nombre de panneaux d'affichage urbains de la ville de Lyon, sur des arrêts de bus peut-être, je n'ai pas suffisamment marché moi-même dans cette ville, on peut lire en arabe et en français une strophe d'un poème d'Iman Mersal. Et donc, c'est d'autant plus intéressant qu'un de ces recueils s'intitule « Marcher le plus longtemps possible ». Il me semblait, moi j'ai toujours eu l'impression, depuis que je lis Iman Mersal, que c'est comme quelqu'un avec qui on marche dans la rue. Et du coup, j'ai trouvé tout à fait intéressant d'avoir cette idée de la part d'un sponsor de la Villa Gilet, de faire figurer comme en avant-première ces phrases, et donc de rendre réelle la possibilité de marcher le plus longtemps possible, je l'espère, avec Iman Mersal, ou d'avoir en tout cas l'impression que tout à coup, il y a cette poétesse égyptienne qui marche à côté de nous. Et je me suis demandé si elle avait peut-être imaginé ça dans un moment d'inspiration prophétique au moment de donner ce titre à son recueil de 1997, donc El Mashi Atwal Waqt Mumkin, Walking as long as possible, ça a été traduit en anglais et après dans plein de langues, puisque c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de la traduction dans énormément de langues de la poésie d'Iman Mersal. Donc ce que je voudrais vous proposer, c'est de le feuilleter ensemble, si on peut dire. Et ce que je trouvais amusant aussi comme détail, c'est qu'à un moment donné où Iman et Richard ont choisi ensemble quelques phrases à proposer si jamais il y avait cet affichage, parmi les dizaines de passages, en gros, tirés de 4 recueils qu'ils ont choisis ou qu'Iman a choisis.
qu'Iman a choisi toute seule, eh bien, ce sont parmi les lecteurs et les lectrices de la Villa Gilet, le choix a été porté sur justement une strophe qui est précisément la strophe dans laquelle se retrouve le titre de l'anthologie, si on peut dire les choses comme ça, une strophe qui est donc en ce moment dans certains endroits de la ville de Lyon, peut-être qu'on la verra dans les prochains jours, et que Iman va vous lire en arabe et moi en français. فاتتني أشياء. فاتتني أشياء بلا شك. الجدران نفسها لم تدخل أحلامي، فلم أتخيل لون طلاء يناسب إضاءة فاجعة. Des choses m'ont échappé, cela ne fait pas de doute. Les murs eux-mêmes ne sont pas entrés dans mes rêves, car je n'ai pas imaginé une couleur de peinture qui aille avec une lumière crue. C'est une strophe qui se trouve au milieu d'un poème qui s'intitule « Des choses m'ont échappé » et qui est un des poèmes plutôt du début, hein, qui se trouve au début de cette anthologie. Donc en fait, quand on ouvre le livre à la page 21 ou quand on marche sur les trottoirs de Lyon, on peut lire cette strophe. Ce que je voulais proposer, c'était, puisque c'était frustrant évidemment de n'en entendre qu'une strophe, je vais vous en lire malheureusement pas tout le poème, c'est absolument barbare de couper les poèmes comme ça, mais ça sera nécessaire. Je vais vous en lire d'autres passages. Des choses m'ont échappé. Devant la maison qui a été la mienne pendant des années, je passerai un jour. J'essaierai de ne pas mesurer la distance entre elle et les maisons de mes amis. Je n'aurai plus pour voisine la grosse veuve dont les ébats souvent me réveillaient la nuit. J'inventerai des choses pour ne pas me troubler, compter mes pas, me mordre les lèvres en savourant cette douleur légère ou m'occuper les doigts à froisser toute une boîte de mouchoirs en papier. Des choses m'ont échappé, cela ne fait pas de doute. Les murs eux-mêmes ne sont pas entrés dans mes rêves, car je n'ai pas imaginé une couleur de peinture qui aille avec une lumière crue. C'était pour resituer cette strophe dans quelque chose de plus vaste qui n'est malheureusement pas tout le poème. Je voudrais m'arrêter assez longuement sur les titres. J'ai lu plus que les titres des poèmes quand même, mais il me semble que ces titres sont très intéressants, les titres des poèmes d'Iman Mersal. On a l'impression qu'elle dépose des constats, des bilans de l'existence comme ça sous nos yeux ou devant nous, un peu comme justement une voisine pourrait déposer un panier de prunes sur votre palier parce qu'elle est allée à la cueillette et qu'elle vous en donne un petit peu, elle vous la fait partager. Cette expression des choses m'ont échappé me semble intéressante parce que elle dit bien la façon dont ces poèmes sont habités à la fois par toutes les pertes que traverse l'existence et en même temps combien chacun de ces poèmes semble recommencer un geste qui serait un geste de rassemblement, qui est peut-être ce qu'est l'écriture et qui est peut-être ce qu'est l'objet du recueil, qui est de rassembler justement ces poèmes-là. Et si on regarde, parce que j'ai vraiment décidé de m'appuyer sur cette anthologie telle qu'elle existe en français, c'est-à-dire simplement une sélection, mais qui me semble vraiment rendre justice à sa poésie, et qu'on la parcourt en fait, si on la parcourt, on se rend compte que ces titres, les titres de ces recueils déjà racontent une histoire qui semble être l'histoire de cette marche dans l'existence. Le premier recueil s'intitule « Une allée obscure ou apprendre à danser », évidemment dans la traduction française. Et les poèmes semblent nous faire entrer dans quelque chose qui serait comme un apprentissage de l'enfance, bien que l'enfance soit présente dans d'autres poèmes. Il n'y a pas de dimension évidemment bêtement chronologique à ce point-là, mais l'enfance, la sortie d'enfance, une sorte d'apprentissage de la vie. À chaque fois que je lis les poèmes du début, je pense à une phrase de Virginia Woolf dans Les Vagues qui dit, je crois en anglais, « We suffered terribly as we became separate bodies ». Enfin, j'ai l'impression que tous ces poèmes racontent l'histoire de cette espèce de séparation, à la fois physique avec le groupe, séparation des lieux de la ville, etc. Et puis, on trouve ensuite tout un ensemble de résolutions. La poésie d'Iman Mersal est marquée par des prises de décision qui ne cessent d'être contredites dans les vers suivants. « Il m'arrive d'avoir un accès de sagesse », nous dit un poème. « Exercice de solitude », propose un autre. « On dirait que j'hérite des morts », nous en propose un troisième. On peut peut-être le lire ensemble. The second one.
يبدو أنني أرث الموت ويوما ما سأجلس وحدي على المقهى بعد موت جميع من أحبهم دون أي شعور بالفقد حيث جسدي سلة كبيرة ترك فيها الراحلون ما يدل عليهم. C'est donc la dernière strophe de ce poème qui s'intitule « On dirait que j'hérite des morts ». On dirait que j'hérite des morts. Un jour, quand tous ceux que j'ai aimés seront morts, je m'assierai seul au café, sans ressentir aucune perte, car mon corps est un grand panier où ceux qui sont passés ont laissé des preuves de leur passage. Oui, je voulais lire aussi, je pense que c'est une bonne chose de vous faire entendre un peu de cette poésie. Je parlais tout à l'heure de ce geste de l'écriture dans ces poèmes qui rassemblent et qui très souvent dans la poésie d'Imane Mersal, c'est très difficile de parler comme ça d'un recueil en général. J'ai pas envie de dire des espèces de généralités ou des banalités sur sa poésie en général, mais prend la forme, et ça touche beaucoup d'ailleurs les étudiants à qui j'ai eu la chance de pouvoir faire cours sur ces textes depuis que le texte existe en français, prend la forme de s'entraîner à faire quelque chose, donc marcher le plus longtemps possible, s'entraîner à perdre son accent étranger, apprendre par cœur la liste des parents morts qu'on a affichés sur le frigo pour ne pas se tromper quand on les appelle, renoncer à l'idée des maisons, s'exercer à la solitude. Et je voudrais lire une strophe de ce poème intitulé « Exercice de solitude ». On ne lira pas tout de manière bilingue malheureusement parce qu'on a peu de temps. J'ai menacé tous ceux que j'aime de mourir si je les perdais. Mais je ne crois pas que je mourrais pour quelqu'un. Les suicidés, c'est sûr, ont trop fait confiance à la vie. Ils ont cru qu'elle les attendait quelque part ailleurs. Moi, je ne sortirai pas d'ici avant qu'il ne meure sous mes yeux. Je poserai une oreille sur sa poitrine, là où le silence sera si clair que ne pourrait m'en faire douter une chatte aux griffes de femme frustrée qui essaierait désespérément de renverser la poubelle remplie de la journée qu'on vient de passer ensemble. La poubelle que je pose sur le palier pour prouver aux voisins que nous sommes une famille sans histoire. Le recueil suivant, Marcher le plus longtemps possible, j'en ai un tout petit peu parlé et j'ai parlé surtout de ce titre et je voudrais encore une fois évoquer ce qu'évoque ce titre. Il évoque pour moi quelque chose qui serait une performance, un record d'endurance et évidemment ça peut nous rappeler Ulysse, que Homère, vers la fin, au moment du retour à Ithaque, qu'Homère appelle le héros d'endurance, un essoufflement, mais peut-être un de ces défis qu'on lance un peu bêtement, comme un pari idiot, il faut gagner à tout prix, il faut marcher le plus longtemps possible. Or, dans la chronologie de l'anthologie, ce deuxième recueil s'achève avec la décision du départ d'Égypte, dans un poème très long, magnifique, qui s'intitule Le Seuil, la Ataba en arabe, et qui s'achève qui est très long, et qui s'achève par une dernière phrase, qu'Imane va vous lire en arabe. لم يبقى أمامنا غير مقابر الإمام جلسنا فيها سنة أخرى نشم رائحة الجوافة وعندما قررت أن أتركهم جميعاً أن أمشي وحدي كنت قد بلغت 30. On a donc une très longue traversée dans les quartiers du Caire, assez chaotique, une trajectoire qui est comme une sorte d'apprentissage de la ville, en fait, qui s'achève donc par ce vers. Il ne nous restait plus que le cimetière de l'imam. On s'est assis là, une autre année, à humer l'odeur de la goyave. Quand j'ai décidé de les quitter, tous, de marcher seul, j'avais 30 ans. Alors j'avais prévu de parler un peu davantage des recueils suivants, qui sont Géographie alternative, cette espèce de promesse d'une autre géographie. Géographie Abadila, c'est le nom du troisième recueil. Et puis le dernier recueil qui s'intitule Afin que j'en finisse avec l'idée des maisons. Mais comme il reste assez peu de temps, je voudrais simplement, au-delà de ces images obsessionnelles de la maison, de la nécessité d'y renoncer, je voudrais aussi dire qu'à côté du destin individuel que mettent en scène ces poèmes, dont on a beaucoup parlé, à côté de cette géographie qui est à la fois explorée et exorcisée, il y a aussi l'histoire. Il est question dans ces poèmes d'apprendre à justifier la trahison. Il est question d'un intellectuel entre deux âges qui s'écrit « Quand je parle de démocratie, tu la fermes et tu t'écrases ». Et la poésie d'Imane Mersal prend à bras le corps une réflexion sur la communauté,
C'est en ça, je pense, qu'elle est très politique, sur les combats collectifs qu'on a menés, qu'on a dû abandonner, mais qu'on n'a peut-être pas complètement délaissés, et une interrogation politique adressée aux aînés et à ceux qui suivront. Est-ce qu'on a le temps de lire un dernier poème ? Ertifel. احتفال. وقع خيط القصة في الأرض فنزلت على ركبتي أبحث عنه. كان هناك ذلك الاحتفال الوطني ولم أرى إلا الأحذية المستوردة والبيادات. على مقعد في قطار قالت لي أفغانية لم ترى أفغانستان الانتصار ممكن. تمنيت يومها لو سألتها هل هذه نبوءة؟ بدت تهتهتي بالفارسية كأنها خارجة من كتاب المبتدئين، وهي كأنها تلتقطها من خزانة ملابس قتل صاحبها في حريق. لنفرض أن الشعب ذهب عن بكرة أبيه إلى الميدان، أن الشعب ليس كلمة قبيحة، كما أن لا أحد يعرف ما معنى بكرة أبيه. إذن كيف حضرت كل هذه الكلاب البوليسية إلى هنا ومن غطى وجوهها بأقنعة ملونة؟ الأهم من ذلك، أين سقط الخيط الذي يفصل بين الأعلام والملابس الداخلية، بين الأناشيد والنشيج، بين الله وكائناته التي تمشي على الأرض لتدفع الضرائب؟ الاحتفال كأنني لم أنطق هذه الكلمة من قبل، كأنها خرجت لتوها من قاموس إغريقي، حيث رجع أهالي سبارتا منتصرين إلى سبارتا ولم يجف دم الفرس على التروس والرماح. ربما لم يكن هناك قطار ولا نبوءة ولا أفغانية جلست أمامي لساعتين. أن الله يضلل ذاكرة مخلوقاته من وقت لآخر ليتسلى، ولكن المؤكد أنني من موقعي هنا بين الأحذية والبيادات لن أعرف من بالضبط انتصر على من. Une fête. Le fil de l'histoire est tombé par terre. Je me suis mise à genoux pour le chercher. Il y avait une de ces fêtes nationales et je n'ai vu que des chaussures importées et des Rangers. Dans un train, une Afghane qui n'avait jamais vu l'Afghanistan m'a dit « La victoire est possible ». J'aurais voulu lui demander si c'était une prophétie, mais les quelques mots de persan que je bredouillais avaient l'air de sortir d'un livre pour débutants, et elle les attrapait comme dans une armoire à linge dont le propriétaire serait mort dans un incendie. Admettons que le peuple se soit rendu sur la place comme un seul homme, que « le peuple » ne soit pas un gros mot, et qu'on sache ce que signifie « comme un seul homme ». Dans ce cas, qu'est-ce que tous ces chiens policiers sont venus faire ici? Qui les a déguisés de ces masques multicolores? Et surtout, où est tombé le fil qui sépare les drapeaux des sous-vêtements, les hymnes des sanglots, Dieu de ces créatures qui marchent sur terre et payent des impôts? La fête. C'est comme si je n'avais jamais prononcé ce mot. Comme s'il sortait tout droit d'un dictionnaire grec où les Spartiates rentrent à Sparte victorieux, le sang des Perses encore humide sur leurs lances et leurs boucliers. Peut-être n'y avait-il ni train, ni prophétie, ni Afghane assise devant moi pendant 2 heures. Peut-être que Dieu s'amuse parfois à égarer la mémoire de ses créatures. Ce qui est certain, c'est que d'où je suis maintenant, entre les chaussures et les Rangers, je ne saurais pas qui au juste l'a emporté sur qui. Merci beaucoup. Nous vous invitons à venir poursuivre la discussion dans la bibliothèque, dans la librairie, pardon.